Le Burkina Faso célèbre aujourd'hui sobrement le 61e anniversaire de son indépendance. Toutes les festivités ont été annulées pour respecter la mémoire des victimes du terrorisme. 48 heures après la démission de son gouvernement, le pays connaît en tout cas le nom de son nouveau Premier ministre. Lassina Zerbo, 58 ans, est un haut fonctionnaire onusien. Une forte explosion au Liban, dans un camp de Palestiniens au sud du pays. Un incendie aurait touché un dépôt d'armes du Hamas. Les équipes de sauvetage sont sur place. Et puis la très restrictive loi anti-avortement au Texas reçoit un jugement ambigu aux États-Unis. La Cour suprême autorise à la contester, mais elle ne la suspend pas, alors même que la législation texane viole la jurisprudence de la Haute Cour. Soyez les bienvenus sur France 24. La spirale de violence au Burkina Faso n'en finit pas de recomposer le paysage politique. Impuissant face aux attaques djihadistes, le gouvernement a démissionné mercredi après plusieurs jours de manifestations dans le pays. C'est un haut fonctionnaire de l'ONU qui vient d'être nommé pour remplacer le Premier ministre. Il s'appelle Lassina Zerbo. Marc Pope nous dresse son portrait. Lassina Zerbo est nommé Premier ministre. Il est le nouvel homme fort du Burkina Faso. Lassina Zerbo, ancien responsable onusien chargé de l'interdiction des essais nucléaires, va prendre les rênes du gouvernement dans un contexte extrêmement tendu. Son prédécesseur, Christophe Joseph Dabiré, a été limogé mercredi pour calmer la colère des habitants qui accusent l'exécutif d'être incapable d'enrayer les attaques djihadistes. Peu connu du grand public, Lassina Zerbo s'est distingué sur la scène internationale en recevant plusieurs prix, dont celui de la diplomatie scientifique. Le président Roch Marc Christian Kaboré fait ainsi de la lutte contre le terrorisme une priorité. En direct à la télévision, il en appelle à l'unité nationale. Nos forces de défense et de sécurité, ainsi que nos volontaires pour la défense de la patrie, ont besoin de notre soutien. C'est pourquoi je lance un appel à l'ensemble des filles et des fils de notre nation à consentir l'effort de guerre, chacun en fonction de ses possibilités. Un effort dont les contours restent encore à préciser, mais qui a pour but d'impliquer tous les Burkinabés dans cette guerre. Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à des violences récurrentes, attribuées à des groupes armés djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Des attaques qui ont fait au moins 2000 morts et poussé près d'1,5 million d'habitants à fuir. La dernière date du 14 novembre dernier. Des hommes armés ont attaqué un commissariat à Inata dans le nord du pays, faisant au moins 57 morts, dont 53 gendarmes. Et les parlementaires sénégalais, eux, ont approuvé à une écrasante majorité le rétablissement du poste de Premier ministre. Macky Sall l'avait fait supprimer en 2019, juste après sa réélection. Et malgré les protestations, le président est accusé de cibler injustement ses rivaux politiques. En début d'année, le Sénégal a connu des manifestations après la détention temporaire du chef de l'opposition, Ousmane Sonko, craignant que le président Sall ne tente de prolonger son règne au-delà de la limite de deux mandats prévue par la Constitution. Une très forte explosion s'est produite vendredi soir dans un camp palestinien au Liban. Selon des sources locales, elle aurait touché un dépôt d'armes et de munitions situé dans le sud du pays, un dépôt contrôlé par le Hamas. La zone a été évacuée. Marc Pope. L'explosion très puissante a été entendue à plus d'une dizaine de kilomètres. Elle s'est produite dans l'un des 12 camps libanais de réfugiés palestiniens, celui de Bourj el-Chemali, près de la ville portuaire de Tyr. Il s'agit du second camp le plus peuplé du pays. Il accueille plus de 25 000 personnes, faisant craindre de nombreuses victimes. Selon l'agence de presse Shebab, proche du Hamas, la déflagration a été déclenchée par l'incendie de bonbonnes d'oxygène destinées aux patients atteints du Covid. Une version remise en cause par l'agence libanaise de l'information qui parle de l'explosion d'un entrepôt d'armes appartenant au Hamas. Ce camp, comme les autres, est en effet considéré comme une exclave autonome où les autorités libanaises ne peuvent intervenir. Le Hamas y aurait pignon sur rue. Selon des sources locales, l'incendie a été maîtrisé et toute la zone a été évacuée.
Une annonce à présent qui s'inscrit dans la politique de réconciliation mémorielle promise par Emmanuel Macron. Elle va permettre de déclassifier des archives sur les enquêtes judiciaires de la guerre d'Algérie, 60 ans après la fin du conflit. Serine Bey. C'est un pas de plus vers la réconciliation mémorielle entre la France et l'Algérie. Paris annonce l'ouverture de ses archives sur les enquêtes judiciaires liées à la guerre d'Algérie, qui a opposé le gouvernement français aux indépendantistes algériens entre 1954 et 1962. Il faut avoir le courage de regarder la vérité historique en face. J'ouvre avec 15 ans d'avance les archives sur les enquêtes judiciaires de gendarmerie et de police qui ont rapport avec la guerre d'Algérie. En France, les archives nationales sont généralement déclassifiées 75 ans après les faits. Mais depuis quelques années, Paris tente de donner un coup d'accélérateur au travail de mémoire envers Alger. En 2018, Emmanuel Macron a reconnu officiellement que l'armée française était responsable de la disparition du militant communiste Maurice Audin à Alger en 1957. Puis le 9 mars dernier, le président français s'est engagé à raccourcir les délais pour accéder aux archives classifiées. Entre-temps, une crise diplomatique a éclaté entre les deux pays. Le 2 octobre, Emmanuel Macron a déclenché la colère d'Alger en déclarant dans le journal Le Monde que les Algériens entretenaient une rente mémorielle autour de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Depuis, les autorités françaises tentent d'apaiser les tensions. Le président de la République s'est exprimé à ce sujet lors de sa rencontre ce vendredi avec le chancelier allemand. Je crois que c'est un travail de vérité indispensable et je veux qu'il se fasse dans l'apaisement. Et je pense que nous en sommes capables. Et dans la reconnaissance de toutes les composantes mémorielles qui forgent la nation française. Toutes. 60 ans après la fin de la guerre, les relations entre les deux pays restent compliquées. La France multiplie les gestes symboliques, mais exclut toujours de présenter des excuses à l'Algérie. Le nouveau chancelier allemand, lui, a réservé sa première visite diplomatique à la France. C'est d'ailleurs devenu une tradition. 2 jours après avoir pris ses fonctions et le temps d'un déjeuner à l'Élysée, Olaf Scholz a échangé avec Emmanuel Macron sur les sujets internationaux. Ils ont promis d'œuvrer ensemble à un renforcement de l'Europe. Serine Bey. Une coopération franco-allemande infaillible. C'est ce qu'ont voulu mettre en avant Emmanuel Macron et Olaf Scholz pour cette première rencontre depuis l'élection du nouveau chancelier allemand. Sur les sujets d'investissement ou d'ouverture institutionnelle, nous avons véritablement manifesté une volonté de travailler ensemble. Et je crois que ces premiers échanges traduisent très clairement une convergence de vues solide. En tout cas, j'étais très heureux, cher Olaf, de te recevoir à Paris aujourd'hui pour ce premier déplacement hors d'Allemagne. Un tutoiement de rigueur et l'envie de montrer que la relation est pour le moment sans nuages. Même sur les sujets de désaccord entre les deux pays, comme le nucléaire, les deux hommes ont botté en touche. Parmi les thèmes abordés, la crise ukrainienne. Depuis plusieurs semaines, la Russie déploie des milliers de soldats à sa frontière avec l'Ukraine, ce qui fait craindre une attaque des Russes. La situation à la frontière Ukraine nous préoccupe tous, bien évidemment. On y voit beaucoup de soldats et il est tout à fait normal que nous en parlions. Nous allons actionner des leviers et nous pourrons continuer à poursuivre notre coopération dans le cadre du format Normandie. Olaf Scholz et Emmanuel Macron doivent rencontrer le président ukrainien la semaine prochaine. Le chancelier allemand et le président français ont également évoqué durant leur rencontre le plan de relance économique européen de 750 milliards d'euros. Un plan censé stimuler la croissance des États membres de l'UE, ralentie en raison de la pandémie. Autre défi à relever pour les deux dirigeants, celui de la crise migratoire, qui a jusqu'à présent beaucoup divisé l'Europe. Le Guatemala va décréter 3 jours de deuil après la mort de dizaines de migrants dans un accident de bus. Quelques 160 personnes voyageaient cachées et entassées dans la remorque d'un camion quand le véhicule s'est renversé sur une autoroute. L'accident a fait 55 morts et 105 blessés au Mexique. Le Mexique est confronté effectivement à cette année à des arrivées records de migrants venus principalement d'Amérique centrale et cherchant à aller aux États-Unis. Les États-Unis, où la Cour suprême s'est prononcée sur la loi du Texas sur l'avortement, ce texte extrêmement restrictif continuera de s'appliquer, mais les juges donnent aux tribunaux fédéraux et aux cours locales la possibilité de statuer sur sa constitutionnalité. Ethan Hadji.
L'arbitrage tant attendu de la Cour suprême n'a finalement pas eu lieu. Les 9 juges, en majorité conservateurs, ont refusé de suspendre la loi texane sur l'avortement. Ils se contentent d'autoriser les médecins pratiquant l'IVG à recourir aux tribunaux fédéraux pour faire valoir le droit de leurs patientes à avorter. Une procédure judiciaire peu susceptible d'aboutir en pleine grossesse. La décision des sages suscite l'indignation chez les organisations féministes et au sein même de l'administration Biden. Le droit d'une femme à prendre des décisions au sujet de son propre corps n'est pas négociable. Nous allons donc continuer à nous battre pour le droit constitutionnel de toutes les femmes à disposer de leur corps. Depuis le 1er septembre dernier, le Texas, ce vaste État conservateur du sud des États-Unis, interdit l'avortement aux femmes, même en cas d'inceste ou de viol, dès que les battements de cœur de l'embryon sont perceptibles, soit après 6 semaines de grossesse. Or, dans presque 90% des cas, les IVG concernent les grossesses parvenues au-delà de ce délai. Chez les anti-avortements, on salue la décision de la Cour suprême. Nous nous félicitons que la loi du Texas sur les battements de cœur reste en vigueur et sauve les vies de bébés non nés. Saisie une première fois, la Cour suprême avait refusé de bloquer l'entrée en vigueur de la loi, poussant l'administration Biden à la saisir de nouveau le 18 octobre dernier. Une bataille judiciaire à l'œuvre dans d'autres États comme le Mississippi, alors que le droit à l'IVG est pourtant garanti depuis 1973 par l'arrêt Roe v. Wade, tant que le fœtus n'est pas viable vers 22 semaines de grossesse. Le sommet virtuel pour la démocratie vient de s'achever. Cette promesse de campagne de Joe Biden a réuni pendant 2 jours une centaine de pays ainsi que de nombreuses ONG. La Chine et la Russie n'étaient en revanche pas invitées par Washington, pas plus que la Turquie ou la Hongrie. Écoutez les précisions de notre correspondant Mathieu Mabin. La nuit est donc tombée sur Washington et sur ce sommet américain sur la démocratie qui restera probablement dans les mémoires des observateurs ici comme un exemple de fausse bonne idée. En conviant quelques 110 nations à échanger sur le vaste thème de la démocratie, Joe Biden ne sera finalement parvenu qu'à stimuler quelques polémiques, mais certainement pas à renforcer l'unité des démocraties occidentales. En tout cas, cette promesse de campagne devait être tenue, c'est chose faite, mais concrètement, en dehors de provoquer la colère des Chinois et des Russes, évidemment absents du sommet, la diplomatie américaine aura surtout réussi à vexer légèrement plusieurs pays amis ou au moins alliés. On pense à la Turquie, membre de l'OTAN, mais à la Hongrie aussi, membre de l'Union européenne, pour ne citer que ces 2 pays, et à susciter les interrogations de quelques-unes des plus vieilles démocraties de la planète, cette fois comme la France et plus légèrement les Européens. Comment Joe Biden peut-il effectivement se proclamer guide suprême des démocraties du monde, interroge les diplomates russes par exemple, après avoir abandonné l'Afghanistan aux mains d'un régime islamiste et totalitaire. Comment le département d'État américain peut-il assumer d'échanger avec le Pakistan comme si de rien n'était et comme si le Pakistan n'était pas le premier allié des talibans afghans? On l'aura compris, même si un très grand nombre de pays aura formulé sa profession de foi démocratique devant le président américain, l'événement n'aura finalement livré qu'un seul enseignement. Il existe autant de visions de la démocratie que de démocraties sur la planète, et elles ne sont visiblement pas toutes compatibles avec la vision américaine. La justice britannique donne raison à Washington sur le cas de Julian Assange. Les États-Unis demandaient son extradition pour avoir fait fuiter des documents. Une première demande d'extradition avait été refusée en première instance. La Haute Cour de Londres a donc cassé cette décision. Julian Assange est en prison depuis plus de 2 ans et ce, après avoir passé 7 ans cloîtré dans l'ambassade d'Équateur à Londres. L'avocate et compagne de Julian Assange a annoncé faire appel. Écoutez. Nous allons continuer le combat. Chaque génération a un combat épique à mener et celui-ci est le nôtre. Parce que Julian représente les fondements de ce que signifie de vivre dans une société libre, de ce que cela signifie d'avoir la liberté de la presse, de ce que cela signifie pour les journalistes de faire leur travail sans avoir peur de passer le reste de leur vie en prison. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.